Bonjour, c'est le père professeur Jean Ikanga. Je suis professeur à l'université de Kinshasa, dans la faculté de médecine et département de neurologie. Et je suis aussi professeur à Emory University School of Medicine, dans le département de la médecine physique, où je travaille dans la recherche sur la démence liée à la maladie d'Alzheimer. Ok, la maladie d'Alzheimer, je dirais, était découverte en 1901. Il y a quelqu'un qui souffrait de cette maladie, Auguste D. Et c'était découvert par le professeur Alois Alzheimer. Et le professeur Alois Alzheimer, c'est qu'on remarque dans la maladie d'Alzheimer comme symptôme, il y a la perte de mémoire, il y a des difficultés à effectuer des tâches qu'on effectuait auparavant, il y a les difficultés à résoudre des problèmes, il y a les changements d'humeur et de personnalité, il y a les problèmes de communication quand on a la maladie d'Alzheimer, il y a une confusion des lieux, des personnes et des événements, il y a des changements visuels qui arrivent aussi. Et c'est ce qu'à Kinshasa, on appellerait des personnes qui ont cette maladie-là, qui se perdent, qui vont dire que essence et sili, quelque part. Des gens qui ne savent plus reconnaître d'où ils viennent et d'où ils vont. Nous avons plusieurs choses que nous faisons pour les dépistages. La première chose que nous faisons ce que l'on appelle en termes médicaux une anamnèse. Donc nous faisons une interview clinique et de là nous donnons des tests cognitifs. Et les tests cognitifs vont nous montrer est-ce que ce n'est pas une dépression ou ce n'est pas un délire. Et de là, nous faisons des tests de sang pour nous enquérir, pour faire une distinction avec d'autres maladies. Et à part les tests de sang, nous faisons aussi ce que nous appelons l'imagerie par résonance magnétique, qu'on appelle l'IRM, pour voir les structures du cerveau, pour distinguer cela de certains d'autres types de démences. Et pas seulement ça aussi, nous faisons une analyse qu'on appelle des liquides céphalo-rachidiens, ça veut dire les liquides qui est dans la colonne vertébrale et dans le cerveau. Et dans ces liquides-là, nous voulons voir ce que l'on appelle la protéine amyloïde et aussi tau, qui sont les marques distinctives de cette maladie d'Alzheimer. Voilà, avec ces diagnostics-là, nous pouvons bel et bien être sûrs que c'est vraiment précisément la maladie d'Alzheimer. La première chose, surtout dans le sang, ce que nous voulons voir, c'est faire aussi des analyses génétiques. Dans l'analyse génétique, il y a quelques chromosomes qui sont des chromosomes très distinctifs de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, s'il y a un début précoce d'une maladie d'Alzheimer, nous recherchons le chromosome 1, chromosome 14 ou chromosome 21. Et si c'est un début tardif de la maladie d'Alzheimer, ça veut dire un début qui commence à 65 ans ou plus, là nous recherchons le chromosome 19. Et dans le chromosome 19, il y a un gène que nous appelons APOE4, qui est une marque tout à fait distinctive de la maladie d'Alzheimer. Et nous recherchons ces gènes-là. Mais on a découvert que chez les Noirs, ce n'est pas ces gènes-là qui est caractéristique de la maladie d'Alzheimer, mais c'est plutôt le gène ABCA7 qui est plus distinctif pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est ce que nous recherchons dans le sang, mais aussi dans le sang, il y a ce que nous appelons le syndrome métabolique. Il y a des analyses que nous faisons, par exemple, de l'hémoglobine glyquée, il y a les LDL et les HDL que nous recherchons, il y a le cholestérol total et triglycérides que nous faisons des analyses, quand bien même cela n'est pas très distinctif de la maladie d'Alzheimer, mais un taux très élevé de ces facteurs-là que je viens de dire conduisent très souvent à la maladie d'Alzheimer. Alors oui, on peut reconnaître cela dans la famille, dans le sens qu'il y a ce que nous appelons la maladie d'Alzheimer familiale. Alors, la maladie d'Alzheimer familiale a un début très précoce. Ça veut dire que la personne développe cette maladie-là déjà avant 50 ans. Et c'est comme je le disais avant. Et là, souvent, ces personnes-là ont soit le chromosome 1 ou chromosome 14 ou chromosome 21.
mais aussi même la maladie d'Alzheimer qui est tardive. Si un parent, par exemple, a souffert cela à 80 ans, le fils peut s'attendre que probablement aux environs de 80 ans, ils peuvent aussi avoir la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est de cette manière-là héréditaire. Pour déterminer que vraiment ça c'est la maladie d'Alzheimer, ce que nous faisons c'est à partir de ce que j'ai appelé, je donne d'abord le mot technique, c'est à partir du liquide céphalo-rachidien qui est dans la colonne vertébrale et qui est aussi dans le cerveau. Nous faisons une ponction lombaire pour tirer ce liquide céphalo-rachidien. Et ce liquide-là nous aide à avoir des types de protéines, la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau. Alors ce sont ces deux protéines-là qui se déposent dans notre cerveau et ces protéines vont commencer à détruire les connexions puisque notre cerveau fait beaucoup de connexions. Alors, quand nous avons cette protéine, ces deux types de protéines vont commencer à détruire le cerveau. Alors, petit à petit, le cerveau va s'atrophier. Alors, c'est ça qui, donc, la protéine amyloïde et tau, qui sont les marques distinctives de la maladie d'Alzheimer. Pour l'instant, je dirais pas encore, puisque nous avons la maladie en termes, mais si je dois répondre à la question, est-ce que c'est une maladie qui est guérissable? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de médicaments pour la maladie d'Alzheimer. Ce que nous faisons, il y a quelques médicaments que l'on peut prendre comme le Namenda et ce que nous appelons Donepezil. Il y a plusieurs types de médicaments que l'on peut prendre, mais ces médicaments ne sont là que pour l'étape de ce que nous appelons une démence légère. C'est juste pour protéger, pour qu'on ne va pas très vite à une démence modérée ou très sévère. Mais ces médicaments-là ne nous protègent que pendant 3 ans au moins, les études ont démontré. Alors, mais le reste, ce que l'on peut faire, c'est quoi? C'est éduquer les aidants, la famille, pour comprendre que c'est une maladie d'Alzheimer, hein, que ce n'est pas une maladie spirituelle ou un ensorcellement, ou ce n'est pas un sorcier. Et de 3, c'est éduquer la famille à comprendre les différentes étapes pour que la famille puisse comprendre quand papa ou maman arrive dans commence à présenter tel ou tel symptôme, qu'ils comprennent que voilà, ce sont les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce que nous faisons, nous commençons une autre façon de faire une prise en charge, surtout d'éduquer la famille, comme je le disais. Alors, nous éduquons la famille à comprendre que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie biologique, ce n'est pas une maladie spirituelle, ce n'est pas de la sorcellerie. Alors, surtout, les éduquer en ce qui concerne les étapes. Par exemple, de savoir l'étape préclinique, de savoir l'étape de ce que nous appelons des déficits cognitifs légers, qui est resté en anglais le mild cognitive impairment, et les aider à comprendre l'étape de la maladie d'Alzheimer légère. Et là, nous allons les aider comment la personne commence à avoir des problèmes de mémoire, mais la personne reste indépendante. On arrive à l'étape de la maladie d'Alzheimer modérée. C'est là où la personne a vraiment des problèmes de mémoire. Et avec ces problèmes de mémoire, la personne commence à perdre sa fonctionnalité dans les activités de la vie quotidienne. La personne n'est plus à mesure de le faire comme il se doit. Et l'étape sévère où vraiment la personne a des déficits de mémoire très sévères et au niveau de fonctionnalité, la personne n'est plus à mesure de fonctionner, la personne ne peut plus mouvoir et c'est l'étape où la famille doit complètement prendre en charge la personne. La maladie d'Alzheimer commence cette partie temporale là-dedans et il y a une structure qui s'appelle l'hippocampe. Alors, c'est cette partie-là qui commence à s'atrophier, à devenir petit. Et c'est comme ça que vous avez des problèmes de mémoire récents. Et alors, de là, la maladie d'Alzheimer va avancer vers le devant. La maladie d'Alzheimer va avancer vers le devant. Et le devant, ça va attaquer la partie frontale. Et cette partie frontale, c'est là où je dirais tout ce qui est intellectuel. La résolution des problèmes, la réflexion. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que la maladie d'Alzheimer avance,
ça commence à attaquer la partie frontale et là, la personne n'est plus à mesure de résoudre des problèmes. La personne ne pense plus comme il se doit et la personne, petit à petit, commence à perdre la réflexion. Et quand la maladie devient un peu plus sévère, alors c'est plusieurs structures du cerveau comme le langage qui est aussi à la partie temporale et la partie frontale. C'est comme ça qu'on commence à voir ces problèmes, à de chercher les mots. Il y a quelque chose devant vous, vous ne savez plus comment cette chose-là s'appelle. Et petit à petit, on commence aussi à voir les problèmes de mouvement, puisque sûrement une bonne partie des mouvements est à la partie ici frontale, mais d'autres parties des mouvements qui seront aussi ce que nous appelons la partie sous-corticale. Alors la maladie d'Alzheimer va aussi commencer à détruire toutes ces connexions-là. Et voilà, c'est comme ça que la maladie d'Alzheimer se répand dans le cerveau, surtout quand la protéine amyloïde tau commence à détruire les connexions. D'abord par rapport à la recherche ici, nous avons plusieurs machines. Entre autres, on a ces gros équipements là, à botte 4100. Ces gros équipements, ça fait deux parties. Donc c'est deux machines reliées. Il y a l'immunologie et puis il y a la chimie. La partie qui nous intéresse ici, c'est les deux. Parce qu'il y a certains tests, on va le faire ici, dans la partie immunologie. Et puis ce sera dans la partie chimie. Dans la partie chimie, en français, il fait tous les métabolites sanguins. Et là, nous avons besoin de graisses. Donc, toutes ces graisses, on le fait ici. Donc, LDL, HDL, cholestérol, HDL, cholestérol. Et puis, on a besoin ici comme marqueur la CRP, eye sensitive. La machine peut le faire. La machine le fait, il fait la vitamine B12. Et dans sa partie immunologique. La grosse machine ici, c'est le 4100. 4100, ça veut dire le 4000, c'est du côté des chimie. Et le 100, c'est du côté, le 1000, c'est du côté des immunos. Mais c'est relié. Donc, ils travaillent ensemble, mais indépendants. Hein? Donc là, maintenant, du côté des immunos, ça peut faire les marqueurs tumoraux, ça fait beaucoup de choses, les médicaments, les hormones, les sida, les hépatites, donc c'est un peu plus large. Hein? Et du côté chimique, ça fait toute la chimie. Toute la chimie, ça veut dire, ça fait les sucres, ça fait les graisses, et ça peut faire les syndromes inflammatoires. Et l'avantage, c'est que c'est un automate, un gros automate, étant donné, donc ça peut prendre beaucoup d'échantillons. Donc on n'a pas besoin d'être là. Dès que vous le préparez, vous le faites entrer. Il y a des portoirs et la machine s'exécute. Donc ça allège et le travail du technicien et dans la fiabilité, l'exactitude des résultats. Donc ici chez nous. Et par rapport précisément à l'étude du professeur. Par rapport à l'étude du professeur, là nous allons faire les syndromes métaboliques, donc les graisses. On va les faire ici. Et l'inflammation, il y a aussi des marqueurs d'inflammation, on les fera également ici, pour la CRPA sensitive. Donc il y a possibilité de faire. Et il y a les dosages de la vitamine B12 et de calcium et de folate. La machine peut également le faire. Et ce que nous ne pouvons pas, ça sera sous-traité. Par exemple ici à l'Interleutique, ça sera sous-traité avec une université en Belgique, parce que c'est un travail de recherche. On ne le demande pas comme on demandait la glycémie. Donc c'est pas un examen de routine quoi. On a un autre automate de chimie, qui peut faire aussi la chimie, donc le syndrome métabolique. Hein, mais étant donné que c'est un travail de recherche, nous serons fixés sur une machine. Parce qu'en recherche, on ne peut pas
changer les machines. Et pas du tout sur les... C'est deux façons, par rapport au scanner par exemple, c'est deux manières complètement différentes de regarder le corps humain. Voilà. On voit le corps humain très bien au scanner et très bien en IRM, mais on le voit différemment. Donc selon les pathologies qu'on doit explorer, l'IRM va être meilleur que le scanner, ou des fois c'est le scanner qui est meilleur que l'IRM, ça dépend. Ça c'est vraiment médical, c'est le médecin qui décide de l'examen qui va être le meilleur pour le patient. Par exemple, moi si je veux regarder les os, ce que je demande, comment on dit ça, X-ray, serait plus adapté et les scanners. Mais si je vais commencer à regarder comment les structures du cerveau fonctionnent, et pour commencer à regarder, par exemple, le sang dans le cerveau, quelqu'un a un traumatisme crânien, là je préférerais mieux l'IRM, puisque l'IRM, comme nous avons parlé de l'eau, avec ce principe-là, va clairement me montrer les structures du cerveau qui ont le sang et de l'eau. Par contre, les scanners pourraient bien le montrer, mais pas aussi clair que l'IRM. Et aussi, l'IRM a une fonction qui est différente. C'est on peut, dans l'IRM, vous pouvez être en train de faire l'activité, et à partir de l'IRM aussi, on peut voir quelles sont les structures du cerveau qui sont en train de fonctionner. Alors ça, on appelle l'IRM fonctionnel. C'est une étude, ça veut dire toutes les personnes qui vont participer, nous aurons, ça c'est une image à prendre, je m'excuse, oui. Nous aurons les mêmes paramètres. Voilà. Maintenant, il est en train d'aller de regarder le cerveau. Voilà, il commence vers le haut, il descend. Il descend. Alors, voilà. Là-bas, les yeux sont là. Vous pouvez voir. Voilà. Là, ici, on a voilà. Ce qu'on appelle le cervelet. Ici, ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et ensuite, le cerveau, donc le côté droit et le côté gauche. C'est une image inversée. Et vous pouvez voir, c'était un bon cerveau en bonne santé, que tout est, tout est bien là. Exactement. S'il y a quelque chose dans le cerveau, vous allez tout de suite voir.
Ça va se présenter. Voilà. Ça demande un petit peu de temps, il faut être patient pour faire des images, mais le résultat obtenu, parfait. Voilà, donc c'est ça. Le point que je voulais dire, c'est nous avons les équipements qu'il nous faut au pays pour faire les études, pour faire une médecine qui est basée sur la recherche. C'est comme ça que, avant de commencer de traiter les personnes avec la maladie d'Alzheimer ici au CMK, ce que nous voulons faire, c'est faire les études, avoir le profil qu'il nous faut, et comme ça, dès que la personne répond à ce profil-là, nous pouvons dire que ça c'est le profil de la maladie d'Alzheimer ou ce n'est pas le profil de la maladie d'Alzheimer. Mais tout est possible ici chez nous au Congo, avec ce que nous avons. Merci beaucoup. Merci.